Ce devait être une porte de la paix, une porte aussi ouverte que possible. Tel était le souhait de ses créateurs. Couronnée par une femme conduisant un char, Irène, la déesse grecque de la paix. Mais conquérants et dictateurs se moquèrent bien de la signification symbolique du quadrige. Napoléon fut le premier. Plus tard, ce fut Hitler. 12 ans après, la destruction. Endommagée certes, mais debout malgré tout, la porte survécut aux longues journées de la bataille de Berlin. Le quadrige, non. La guerre froide le vit renaître de ses cendres. Peu de temps après, la porte de Brandebourg fut condamnée. Pendant 28 ans, elle resta une porte donnant sur un mur. Jusqu'à cette soirée de novembre où tout bascula. Il arrive parfois que l'histoire se rende à la raison. Au cours des 2 siècles passés, chaque fois qu'une page de l'histoire allemande fut écrite, cette porte focalisa l'attention. Pendant des décennies, symbole de l'Allemagne divisée, elle devint à la chute du mur l'emblème de l'unité retrouvée. Nous sommes en 1786. Parmi les 18 portes de la ville, la porte de Brandebourg est celle que les visiteurs, arrivant de l'ouest, doivent franchir pour accéder au centre de la cité. Un monument baroque fonctionnel, d'une sobriété toute prussienne, comme les apprécie Frédéric le Grand. Le vieux Fritz, n'ayant pas eu d'enfant, c'est son neveu Frédéric Guillaume II qui lui succède. Le nouveau souverain aime le faste et la pompe. Pour la route conduisant à Charlottenbourg qui vient d'être achevée, il désire au plus vite une porte de prestige. La commande est confiée à Karl Gotthard Langhans, cet architecte qui est justement en charge de l'édification de l'Opéra Royal, est un fervent partisan de la vogue néoclassique. Langhans n'hésite pas à copier les maîtres de l'Antiquité. Pour la porte de Brandebourg, il s'inspire des propylées d'Athènes, l'entrée monumentale de l'Acropole. Un char tiré par 4 chevaux de front et conduit par une déesse couronne l'édifice. Le sculpteur Johann Gottfried Schadow réalise un quadrige. Cette œuvre de plusieurs tonnes en cuivre martelé, une technique de longue haleine, n'est installée sur la porte qu'en 1793. Nue dans un premier temps, puis bien vite revêtue d'un manteau, elle suscite même l'adhésion de la population berlinoise. Le 23 décembre 1793, la porte est le cadre d'un premier événement tout aussi heureux que spectaculaire. L'arrivée de Louise, la jeune épouse du Kronprinz, qui deviendra plus tard une reine de Prusse vénérée par ses sujets berlinois. Mais les temps sont troublés. La Révolution française a des répercussions jusqu'à Berlin. Les troupes prussiennes marchent à travers la porte. La plupart des soldats ne reviendront jamais. En 1799, en France, le général corse Napoléon Bonaparte prend le pouvoir par un coup d'État et se fait nommer premier consul. Il transforme bientôt la moitié de l'Europe en un champ de bataille. Malgré son caractère pacifique, le roi Frédéric Guillaume III ne parvient pas à conserver la neutralité de la Prusse. À l'automne 1806, lors des batailles de Jena et de Auerstedt,
les Français écrasent les armées prussiennes dont la préparation est insuffisante. Le 27 octobre 1806, Napoléon entre en triomphe dans Berlin par la porte de Brandebourg et se fait remettre les clés de la ville par les responsables municipaux. Il pose sur le quadrige un regard plein de convoitise. Sur son ordre, la déesse est alors descendue de la porte, emballée dans une douzaine de caisses qui atteignent Paris 6 mois plus tard, au terme d'un périple par voie navigable via Hambourg et Rotterdam. Pendant 8 ans, la porte de Brandebourg reste nue. Le vol de la sculpture fait naître pour la première fois une sorte de sentiment patriotique chez les Berlinois, car si certains d'entre eux admirent sans doute secrètement Napoléon, ils ne peuvent pas lui pardonner le démontage de leur déesse. 8 ans plus tard, suite à la victoire de la bataille des Nations à Leipzig, la déesse quitte la France dans plusieurs chariots tirés par 32 chevaux pour retrouver les bords de la Spree en juin 1814. Arrive ensuite l'époque paisible du Biedermeier. Que serait la porte de Brandebourg sans l'allée dont elle constitue le monumental accès, l'avenue Unter den Linden, sous les tilleuls en français, la colonne vertébrale topographique de la ville. Boulevard de parade et de promenade, invitation à flâner, à discuter et à s'amuser, à déambuler et à flirter. La piste cavalière qu'empruntait jadis le grand prince électeur est devenue une allée somptueuse, flanquée de monuments commémoratifs et de chefs-d'œuvre architecturaux. C'est le bon vieux temps, critiqué non sans raison comme celui de la Restauration et de la censure. Mars 1848. Le vent a tourné dans le pays. Une opposition s'est formée qui réclame la liberté de réunion, de parole et de presse. Le 13 mars, 10 000 manifestants environ marchent le long de l'avenue Unter den Linden pour aller présenter leurs revendications au roi. Des troupes les attendent près de la porte de Brandebourg. De violents affrontements se déclenchent, faisant près de 200 victimes. Pour mettre fin à la crise, le roi est contraint de céder. Il traverse la ville à cheval en arborant une cocarde noire, rouge et or. 20 années passent. Le chancelier von Bismarck, le plus proche conseiller du roi, s'est donné pour but de réaliser l'unité allemande. Un motif futile, comme souvent, provoque la guerre contre la France. L'Allemagne remporte la bataille de Sedan. Le roi est couronné empereur dans la galerie des glaces du château de Versailles. Avec cet acte fondateur de l'Empire allemand, Bismarck a atteint son objectif. Lorsque le nouvel empereur franchit la porte de Brandebourg à cheval, la population lui réserve un accueil triomphal. « 17 ans plus tard, le 9 mars 1888, Guillaume Ier décède peu avant son 91e anniversaire. Tout Berlin est en deuil. Sur ses vieux jours, l'empereur était devenu une légende vivante, vénéré par son peuple. Vale Senex Imperator, adieu vieil empereur. Tel est le message écrit en grandes lettres sur les tentures noires qui couvrent la porte. C'est la fin d'une époque. Sous le règne de Guillaume Ier, Berlin est devenue la capitale florissante de l'Empire. Que peut attendre à présent la population de son successeur, son fils Frédéric III, que personne ne connaît vraiment? La carte de l'Europe aurait certainement un tout autre aspect aujourd'hui si cet homme libéral et pacifique avait atteint l'âge de son père. Mais Frédéric III est déjà très affaibli par un cancer qui le ronge. Il meurt après seulement 99 jours de pouvoir. C'est ainsi qu'un jeune homme immature, qui restera empereur des Allemands pendant 3 décennies, monte sur le trône, Guillaume II. « Rendez-nous notre vieux Guillaume », crieront les Berlinois, car le nouveau, le petit-fils, n'est certainement pas de la même trempe. Je compte bien ne jamais oublier
que mes ancêtres me regardent depuis l'au-delà, et qu'un jour, j'aurai à leur rendre des comptes sur la gloire et l'honneur de l'armée allemande. L'une des premières prises de vue cinématographiques de la porte de Brandebourg, l'empereur traverse le portique central qui lui est exclusivement réservé. Au début de son règne, Guillaume II n'hésite pas à lâcher de grandes phrases. « Je vous conduis vers une époque radieuse », annonce-t-il. « On préfère y aller tout seul, bonhomme ?» commande sans broncher un cocher de fiacre. Équipage, réception, fête à la cour, dîner de gala, l'empereur ne perd jamais une occasion d'exhiber l'un de ses nombreux uniformes. Il a toujours une occasion qui se présente et naturellement, on défile et on défile encore. Les Berlinois l'appellent en secret l'empereur d'opérette. C'est la belle époque. Durant les premières années du XXe siècle, le parc de Tiergarten n'est traversé que par des voitures à cheval. L'automobile n'a pas encore été inventée. Autour de la porte, on ne connaît pas encore les embouteillages. La dernière année de paix, l'empereur a désormais 6 fils adultes, la pérennité de la monarchie semble assurée. C'est alors qu'un événement inattendu se produit. À Sarajevo, en Serbie, l'héritier autrichien François Ferdinand est victime d'un attentat. L'Allemagne pourrait à vrai dire se tenir à l'écart de cette affaire, tenter d'aider son allié autrichien de résoudre la crise par des voies diplomatiques. Mais l'empereur et ses conseillers militaires n'ont visiblement pas l'intention de rester en marge. Après tout, cela fait des années qu'on se prépare pour un conflit. La mobilisation. Des dizaines de milliers de soldats sont appelés sous les drapeaux et le moral de la population est au beau fixe. Cela fait 100 ans que les Allemands n'ont plus perdu une bataille. Les militaires, c'est du moins ce que croient les gens, doivent bien savoir ce qu'ils font. Cette erreur lourde de conséquences va changer le visage de l'Europe. C'est à présent à l'épée de décider. L'ennemi nous agresse en pleine paix. C'est pourquoi il nous faut prendre les armes. Nous sortirons vainqueurs de ce combat, même contre un monde d'ennemis. L'Allemagne n'avait nullement été agressée. Mais 4 ans plus tard, alors que des millions de personnes auront trouvé la mort, qui voudra encore demander des comptes à l'empereur pour ses affirmations? Personne ne peut savoir alors que 2 millions d'Allemands vont périr pendant cette guerre totalement insensée. Et avec eux, les valeurs de tout un peuple, l'honneur, le devoir, la loyauté et la patrie. 9 novembre 1918, l'empereur a abdiqué. Le social-démocrate Philipp Scheidemann proclame la République depuis une fenêtre du Reichstag. L'hiver 1918 à Berlin. Personne ne sait vraiment ce qui va arriver. La capitale n'a pas de gouvernement. Le drapeau rouge flotte sur la porte de Brandebourg. Les communistes forment des conseils ouvriers et militaires. Leur but, un coup d'État à la manière de celui de Lénine. L'Allemagne doit devenir communiste. Le 11 février 1919, le social-démocrate Friedrich Ebert est élu président de la République allemande de Weimar. Au début de 1919, des marins rouges patrouillent sur la Pariser Platz, agissant selon le slogan « Celui qui tient la porte tient Berlin, celui qui tient Berlin tient l'Allemagne ». Des spartakistes armés de mitraillettes se retranchent derrière la déesse de la paix. Peu de temps après, leur soulèvement est réprimé dans le sang. Début mars, la porte est à nouveau aux mains des troupes gouvernementales. Mais la jeune République est également menacée à sa droite. En mars 1920, des officiers de la brigade Erhardt de la Reichswehr défilent sous la porte avec des drapeaux de guerre de l'armée allemande. Leur but déclaré, renverser le gouvernement social-démocrate. La garnison berlinoise refuse d'abattre cette tentative de putsch, comme le demande le gouvernement. 5 jours durant, dans une atmosphère à couper au couteau, un calme étrange règne autour de la porte de Brandebourg. Les putschistes épuisés finissent par se rendre. Voici maintenant les années 20, marquées par des contrastes extrêmes. La faim,
Le chômage et l'inflation incitent régulièrement les Berlinois à descendre protester dans la rue, mais aussi le mécontentement à propos des réparations colossales exigées par les puissances victorieuses. Parallèlement, comme souvent en période de détresse, la population tente de refouler et d'oublier ses soucis avec une énergie redoublée. Durant les années 20, qui, curieusement, resteront dans l'histoire comme les Golden Twenties, Berlin s'avance au rang de métropole culturelle mondiale. Même si, trafiquants et affairistes mis à part, personne n'a un sou en poche, les rues se remplissent soudain d'automobiles qui déboulent sous la porte de Brandebourg à 40 à l'heure pour se fondre dans le Tiergarten. La déesse n'en croit pas ses yeux. Pour faire parler de soi, c'est déjà ainsi à l'époque, il faut le faire près de la porte de Brandebourg. Tel un aimant, Berlin attire tout ce que la planète compte de stars et de starlettes qui, si elles en ont les moyens, résident à l'hôtel Adlon sur la Pariser Platz. L'inflexible Gustave, qui a fait l'aller-retour Paris en calèche, rentre en triomphe sous la porte, sous les acclamations des Berlinois. « 1925. Le président de la République, Friedrich Ebert, décède de manière totalement inattendue. Le cortège funèbre passe sous la porte de Brandebourg. Un garant de la démocratie est porté en terre. Son successeur est le maréchal Paul von Hindenburg, qui est alors déjà âgé de 77 ans. Un choix électoral émotionnel. Hindenburg est considéré comme un modèle de droiture et de loyauté, un homme fidèle à l'armée. Mais Hindenburg n'est pas un homme politique d'expérience, et ceci aura bientôt des conséquences dramatiques. À la fin des années 20, la situation est de plus en plus tendue à Berlin. Le fort taux de chômage, conséquence de la crise économique mondiale, entraîne une radicalisation du spectre politique. Les partis du centre perdent toujours plus de voix. Les communistes ont le vent en poupe. Ils sont emmenés par le secrétaire général Ernst Thälmann qui a obtenu 10% des voix face à Hindenburg. Mais d'autres défilent aussi sur l'avenue Unter den Linden et sous la porte. Les membres du parti politique baptisé NSDAP, dont le chef d'origine autrichienne est un dénommé Adolf Hitler. Ils s'appellent eux-mêmes SA et arborent sur leur drapeau une emblème que les Berlinois ne connaissent pas encore, une croix gammée. Leurs adversaires apprennent rapidement à leurs dépens la brutalité des méthodes nazies. L'envoyé du Führer, qui se tient alors encore dans l'ombre, est un certain Dr Goebbels. Ce chef de province, comme il est appelé dans le jargon nazi, est chargé de recruter des adhérents pour le nouveau parti. Le 3 octobre 1929, le décès du ministre des Affaires étrangères Gustav Stresemann tombe au plus mauvais moment qui soit. Prix Nobel de la paix, il était considéré comme un homme de la réconciliation. C'est la paix européenne que les Berlinois enterrent avec lui. Ainsi, le sort en est jeté. Lors des élections parlementaires de 1930, les nazis, qui n'avaient jusqu'alors qu'une douzaine de députés au Reichstag, obtiennent soudain 107 sièges. Un succès électoral en forme de tremblement de terre politique, mais qui, curieusement, n'est accueilli à l'étranger que par des haussements d'épaules indifférents. Les nazis occupant désormais près d'un tiers des sièges au Parlement, le vieux président est soumis à de telles pressions politiques qu'il finit quelques mois plus tard par nommer Adolf Hitler au poste de chancelier. Le 30 janvier 1933 restera dans les livres d'histoire comme la date de la prise du pouvoir par les nazis. Tout est planifié de longue date. Le soir même, les nazis organisent une gigantesque retraite au flambeau à travers la porte de Brandebourg. Personne ne pourra prétendre par la suite ne pas avoir su pour qui ou pourquoi il a voté. Le message est sans ambiguïté. Moins d'un mois plus tard, le Reichstag est en feu. Puis, devant l'opéra, ce sont les livres qui sont brûlés. Après la démocratie, c'est au tour de l'esprit d'être anéanti.
Pendant 12 ans, le bruit des pas des défilés sans fin sur l'avenue Unter den Linden va résonner sous la porte de Brandebourg. Trois ans plus tard, 1936, Berlin accueille les Jeux Olympiques. Le monde est encore en paix. Mais un observateur attentif remarque déjà les différences. C'en est fini du creuset turbulent. La déesse de la paix ne pose plus le regard sur une allée de tilleuls, mais sur une forêt de mâts au sommet desquels flottent des drapeaux à croix gammées. Désormais, l'ordre et la discipline règnent sur les bords de la Spree. « 20 avril 1939, 50e anniversaire du Führer. Adolf Hitler sur le chemin entre la nouvelle chancellerie du Reich et la porte de Brandebourg pour passer en revue le plus gigantesque défilé militaire de tous les temps. À cette occasion, la route de Charlottenbourg a été élargie. Elle s'appelle désormais Axe Est-Ouest. La porte de Brandebourg est située en son milieu. Les nazis sont maintenant à l'apogée de leur puissance, mais la population ne donne que peu de signes de résistance. Hitler a éliminé le chômage, fait construire des autoroutes, relancé l'industrie d'armement et stabilisé l'économie. L'humiliation de Versailles, qui remonte à 20 ans, n'a pas été oubliée. On va prouver au monde que l'Allemagne est capable de gagner une guerre. Car personne ne peut douter qu'une guerre va avoir lieu. Cette fois encore, le motif est provoqué de toutes pièces. Un prétexte pour dissimuler le véritable objectif d'Hitler, tout d'abord conquérir l'Europe, puis le monde. Le plus étonnant est qu'aucune voix ne s'élève à l'étranger. Pourtant, l'Allemagne a déjà transformé la Tchécoslovaquie en protectorat, annexé l'Autriche et annoncé ses vues sur Danzig. La déesse agite le drapeau à croix gammée. Plus tard, toute une génération tentera de refouler ces images. Il sera presque impossible de trouver quelqu'un avouant avoir voté pour Hitler. 10 ans plus tard, le pays sera divisé en 2 États allemands. Dans l'un d'eux, qui conservera l'aigle comme emblème, d'anciens nazis parviendront à faire carrière. Dans l'autre, le discours officiel déclarera la guerre au fascisme dont on reprendra pourtant les rituels. Le salut hitlérien cédera alors la place au point prolétarien, 2 gestes, l'un et l'autre vidés de leur sens. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne sans déclaration de guerre. Le mois de novembre 1918 ne se répétera pas dans l'histoire allemande. Il serait naïf d'espérer que notre peuple va se démoraliser. Monsieur Churchill est peut-être convaincu que la Grande-Bretagne vaincra. Je ne doute pas une seule seconde de la victoire de l'Allemagne. Durant les 3 premières années de la guerre, les nazis conquièrent la moitié de l'Europe en menant une guerre aérienne sans pitié qui réduit en cendres des dizaines de villes. L'armée de l'air allemande semble invincible. Mais en 1942, les États-Unis entrent en guerre. En 1943,
la capitulation de Stalingrad marque le début de la fin. Le 6 juin 1944, les Américains et les Britanniques débarquent en Normandie. Les villes allemandes, bombardées depuis un an déjà, sont désormais détruites de manière systématique par les Alliés. En février 1945, les Américains franchissent le Rhin. À cette époque, Berlin est déjà depuis longtemps un champ de ruines. La population est très mal informée de la situation réelle sur le front. La presse, aux mains du ministre de la propagande de Goebbels, parle toujours de victoire alors que les Alliés marchent depuis longtemps sur Berlin. L'un des derniers défilés macabres organisés par les nazis passe sous la porte de Brandebourg en février 1945. Seuls quelques incorrigibles croient encore à la victoire finale. Les Berlinois, pour qui les 2 dernières années de guerre furent terribles, ne peuvent pas imaginer à quel point la défaite sera encore plus dramatique. Les filets de camouflage, censés tromper les avions alliés, tendus au-dessus de l'axe Est-Ouest, ne servent plus à rien. Aucun bombardier ne tombe dans le piège, d'autant que le quadrige, resté découvert, indique la direction à suivre. Une dernière mesure absurde est prise en avril 1945. Des défenses anti-chars placées autour de la porte de Brandebourg sont censées empêcher la progression de l'armée rouge. La bataille de Berlin dure 5 longues journées. Alors que les responsables sont à l'abri dans le bunker de la chancellerie du Reich, où Adolf Hitler donne ses derniers ordres démentiels, des milliers de civils trouvent encore la mort dans les combats de rue. La porte au milieu d'une scène d'apocalypse. Le 2 mai, tout est fini. Des chars sur la Pariser Platz. La porte est très endommagée. La déesse a été touchée de plein fouet. Seul un cheval du quadrige est encore debout. Alors que les armes se taisent, les premiers civils se risquent à nouveau dans les rues. Cet après-midi-là, comme par un accord tacite, des drapeaux blancs apparaissent aux fenêtres de tous les immeubles. Berlin va vivre 45 ans sous la domination des Alliés. Le temps manque pour réfléchir aux raisons qui ont pu conduire à cette situation. Chacun s'occupe de sauver sa propre vie. Et les vainqueurs, certes, ils ont libéré les Allemands des nazis, mais personne ne se réjouit vraiment de voir à présent les Russes hisser le drapeau rouge sur le Reichstag. Le drapeau soviétique, le drapeau de la victoire, flotte sur le Reichstag. L'ordre de Staline a été exécuté. La scène est reconstituée, tout comme les images de groupes prises devant le Reichstag ou la porte de Brandebourg. Les vainqueurs ont tout de suite compris que le lieu qu'il faut occuper n'est pas le château, mais bel et bien la porte de Brandebourg. Un grand portrait de Staline est rapidement exposé sur l'avenue Unter den Linden. Et à qui appartient la porte de Brandebourg? Les Russes, arrivés les premiers, ne laissent aucun doute possible. Le drapeau rouge flotte bientôt sur la porte. Quelques jours plus tard, le maréchal Tchoukov traverse en vainqueur la porte de Brandebourg. Avant même la fin des hostilités, lors de la conférence de Yalta, les Alliés ont décidé que Berlin serait divisé en plusieurs secteurs. Très bien, on occupe le centre et la partie orientale de la ville, on contrôle l'avenue Unter den Linden et la porte, et on installe des panneaux en caractères cyrilliques. Les Alliés occidentaux n'auront qu'à se partager les quartiers périphériques. Lors de ce premier été, les vainqueurs font encore preuve d'une certaine unité, même si les Soviétiques renient déjà en partie les accords conclus à Yalta et tiendront encore moins par la suite les engagements pris à la conférence de Potsdam. Mais dans un premier temps, tout le monde est encore d'accord pour dénazifier Berlin. Brûler la propagande nazie est en ce domaine l'une des opérations les plus simples à laquelle les enfants participent avec beaucoup d'enthousiasme.
faire disparaître les croix gammées, omniprésentes dans l'architecture de la ville, s'avère déjà être une entreprise plus difficile. En juin, les Américains procèdent à un premier état des lieux vu du ciel. Dans le centre-ville, autour de la porte de Brandebourg, plus d'un tiers des bâtiments sont entièrement détruits. 80% sont fortement endommagés. Les rares sites industriels qui avaient survécu à la guerre ont été emportés par les Russes avant l'arrivée des Américains. Vue du sol, la situation est encore plus désespérée. Du bétail sur l'avenue Unter den Linden. Alors que les appartements et la nourriture manquent déjà pour la population berlinoise, la situation devient totalement insupportable dans les semaines et les mois qui suivent, en raison des dizaines de milliers de personnes expulsées des anciens territoires orientaux qui arrivent en ville dans l'espoir d'y trouver un toit. La ville de Berlin, qui a toujours accueilli les réfugiés par le passé, est contrainte cette fois-ci de leur demander de continuer leur route. Les réfugiés sont tout simplement trop nombreux. Et comme il n'y a rien à manger, on a recours au système D. On cultive des choux en pleine ville, à 2 pas de la porte de Brandebourg, dans le Tiergarten, dont les arbres ont disparu. À vrai dire, seuls les Berlinois possédant des relations peuvent se le permettre. Ces parcelles cultivables louées par les autorités municipales sont en effet un bien très convoité. Bientôt, un marché noir florissant se développe, aux abords de la porte de Brandebourg, évidemment. Les Russes et les Américains y participent activement. C'est l'heure des trafiquants, des spéculateurs et des intermédiaires. La devise la plus recherchée est le dollar, pas le rouble. C'est ainsi dès 1946. Les femmes bazardent leurs bijoux, les diamants ne sont pas comestibles. Mais ce marché noir témoigne clairement d'une amélioration de la situation. Les panneaux d'interdiction sont proprement ignorés. En ces temps de pénurie, alors que le chocolat et le café sont l'objet de toutes les convoitises, les alliés occidentaux sont beaucoup plus appréciés que les Russes. En 1947, les puissances victorieuses démontrent leur unité une dernière fois à l'occasion d'un défilé militaire. La guerre froide va commencer peu après. Berlin sera divisé entre l'Est et l'Ouest. De part et d'autre de la porte, chacun marchera dans sa direction. Rapidement, juste après la guerre, un conseil municipal responsable de l'ensemble de Berlin avait été mis en place. En 1948, Ernst Reuter, qui n'est pas connu comme étant un sympathisant communiste, est élu maire de Berlin-Ouest. Les soviétiques utilisent ce prétexte pour quitter le commandement interallié. Les événements se précipitent alors. Les 3 commandants occidentaux de la ville s'opposent au projet soviétique de mettre en place leur propre monnaie pour la totalité de Berlin. À la place, ils décident d'introduire le Deutschmark dans les secteurs qu'ils occupent. Les Russes réagissent rapidement en décrétant le blocus de la ville. Ils ferment toutes les voies d'accès terrestres et fluviales, coupent l'approvisionnement en charbon et sabotent l'alimentation électrique. Il s'agit d'affamer les 2,5 millions d'habitants de Berlin-Ouest. Il doit leur survie à la détermination du commandant américain Lucius Bickley, qui organise quasiment du jour au lendemain un ravitaillement par pont aérien. Pendant 9 mois, 270 000 vols transportent plus de 2 millions de tonnes de marchandises dans la ville isolée. Le 6 septembre 1948, plus de 150 000 personnes sont rassemblées devant le Reichstag pour écouter le discours d'Ernst Reuter. Voici venu le jour où le peuple de Berlin élève la voix. Ce peuple de Berlin lance aujourd'hui un appel au monde entier. Vous, peuple du monde, peuple d'Amérique, d'Angleterre, de France, d'Italie, regardez cette ville et reconnaissez que vous ne devez pas, que vous ne pouvez pas abandonner ce peuple et cette ville. Nous avons fait notre devoir
Et nous continuerons à faire notre devoir. Peuple du monde, vous aussi, faites votre devoir. Völker der Welt, tut auch ihr eure Pflicht. Le 12 mai 1949, les Soviétiques finissent par reconnaître leur échec et mettent fin au blocus. La République fédérale d'Allemagne est fondée 2 semaines plus tard. 5 mois après, c'est au tour de la République démocratique d'Allemagne de voir le jour, avec Berlin-Est comme capitale. La division de la ville en 4 secteurs, entre l'Est et l'Ouest, est ainsi scellée. 2 monnaies, 2 parlements, 2 maires et surtout 2 visions du monde opposé. Sur l'avenue Unter den Linden, les défilés reprennent. 5 ans après la dernière parade nazie, les gens marchent à nouveau sous les banderoles. La période entre les 2 dictatures a été trop courte pour qu'ils puissent faire l'expérience de la démocratie. En 1951, le dernier cheval du quadrige est jeté du haut de la porte. Seul le drapeau rouge de la Révolution mondiale flotte désormais sur le monument. Mais il ne flotte pas très longtemps. Le 17 juin 1953, des ouvriers de l'Est montent sur la porte et jettent à bas le drapeau honni. Du côté occidental, les témoins sentent qu'il y a quelque chose dans l'air. La veille, à Berlin-Est, des ouvriers du bâtiment se sont mis en grève pour protester contre une augmentation des normes de travail et une baisse des salaires. Les 2 hommes qui ont décroché le drapeau sont portés en triomphe par la foule. Le drapeau est déchiré, puis brûlé peu de temps après. Ils sont ensuite arrêtés par des fonctionnaires de la Sûreté d'État. La situation met le feu aux poudres. Le midi même, des dizaines de milliers de personnes en colère manifestent pour demander la démission du gouvernement est-allemand et l'organisation d'élections libres. Pendant des heures, les autorités gardent le silence. Finalement, dépassées par les événements, elles font appel à la force d'occupation. Les Soviétiques envoient des chars d'assaut contre les manifestants massés sur la Potsdamer Platz, à quelques centaines de mètres de la porte. Ils tirent sur les personnes en train de fuir. Quelques manifestants téméraires jettent des pierres, mais que faire avec des pierres contre des chars? Il y a des centaines de blessés, des dizaines de morts. Le soulèvement se déroule dans le secteur est, de l'autre côté de la porte. Les Occidentaux observent, mais ne peuvent pas intervenir. En souvenir du soulèvement, à l'ouest, la route de Charlottenburg est rebaptisée rue du 17 juin. La porte de Brandebourg est alors encore ouverte. Il est possible de la traverser en tant que touriste dans un bus, sans être inquiété, ou bien en tant que Berlinois de l'Ouest, sous l'œil suspicieux de la police populaire est-allemande. La guerre froide bat désormais son plein et la porte est située exactement sur la ligne de démarcation entre l'Est et l'Ouest. Pourtant, la ville semblerait presque normale s'il n'y avait encore et toujours ces gardes pour laisser ou non le passage. En 1956, le gouvernement de Berlin-Est décide la restauration de la porte de Brandebourg qui avait été réparée de manière sommaire pendant la guerre. Plus étonnant encore, il désire lui rendre son quadrige. Et le voilà qui demande, très poliment, au Sénat de Berlin de lui remettre le moulage en plâtre de la déesse. Durant les années 40, les nazis avaient fait fabriquer de manière préventive une copie en plâtre de la statue. On finit par se mettre d'accord. Le char et la déesse seront fabriqués à Berlin-Ouest. Le dernier projet commun pour 3 décennies. Le convoi passe près des ruines de l'église du Souvenir qui se dresse encore au milieu des friches traversées par des tramways. Bien sûr, ce ne sont plus les chevaux originaux, mais des clones en quelque sorte. La fonderie Noack a réalisé un excellent travail.
La déesse elle-même ressemble comme deux gouttes d'eau à sa sœur jumelle. En 1822, Heinrich Heine écrivait « La bonne dame a également connu des épreuves, même si cette déesse courageuse ne le laisse pas paraître. » Qu'aurait-il dit s'il avait su tout ce qui attendait encore la déesse? Et sa sœur non plus ne sera pas épargnée. Été 1961. La situation est toujours plus tendue entre les deux États allemands. Chaque jour, des milliers de citoyens de la RDA font leurs valises et, abandonnant tous leurs biens derrière eux, tournent à jamais le dos au régime du Parti socialiste unifié. Ce sont surtout les jeunes qui s'en vont. La RDA est exsangue. Puis arrive le 13 août 1961. C'est un dimanche, un jour d'été. Les Berlinois de l'Ouest sont sur les bords de la Havel, ceux de l'Est au bord du Müggelsee. Personne ne se doute de quelque chose. À l'aube, des soldats en armes se sont postés près de la porte pour assurer la sécurité de la frontière de la RDA, selon les termes d'un communiqué de la radio ouest-allemande. Puis, des unités spéciales se mettent à ouvrir la chaussée, devant la porte de Brandebourg tout d'abord, puis tout le long de la frontière entre les secteurs. Ce 13 août, les innombrables témoins qui se rassemblent près de la porte ne peuvent pas croire ce qui se passe. Et pourtant, c'est vrai. Ils sont en train de construire un mur au milieu de la ville. La population ne proteste pas, ne se révolte pas, seulement la paralysie, l'indignation, la colère impuissante. Toute résistance est inutile. Que peut-il bien passer par la tête de personnes qui exécutent un tel ouvrage ? L'après-midi du 13 août, Berlin-Ouest est entouré de fils de fer barbelés. Une semaine plus tard, la dernière plaque de béton est posée sur le mur devant la porte de Brandebourg. La frontière de la RDA est désormais considérée comme sûre. Berlin attend plus que des mots. Berlin attend des actes politiques. À l'heure qu'il est, nos compatriotes regardent dans cette direction. Nous savons que seuls les chars les retiennent d'exprimer leur indignation. Ils se demandent si maintenant nous allons les oublier. À cette question, il n'y a qu'une seule réponse. Non, jamais.
Ces images font le tour du monde. Les longs adieux entre la mère et la fille symbolisent la longue séparation que vont vivre les gens de part et d'autre de la frontière. Le mur va séparer des amants et des familles, couper des rues et des bâtiments. Plus encore, il va créer dans les têtes une barrière psychologique qui sera plus difficile à abattre que 28 ans plus tard, le mur lui-même. Pourquoi? Comment pourront les générations suivantes peut-être se le demander? Rien n'a été fait pour empêcher sa construction. Qu'aurait-on pu faire? Contre la violence mariée à la bêtise, il n'y a pas de solution. Nous ne savons pas comment les Berlinois de l'Est ont vécu ce 13 août. Personne ne leur a demandé à l'époque. Les Berlinois de l'Ouest descendent dans la rue et lancent des appels à leur puissance protectrice. À Kennedy avant tout. Mais Kennedy ne vient pas. Dans cette situation délicate, il envoie Johnson, son vice-président. Les États-Unis n'ont pas envie d'une troisième guerre mondiale. Berlin est loin de Washington. 2 ans plus tard, en juin 1963, le président américain arrive enfin à Berlin. Le mur est la manifestation la plus évidente et la plus éclatante de l'échec du système communiste. Mais il faut que le monde entier voie que nous ne sommes pas satisfaits de sa présence. Car comme le disait votre mère, non seulement il s'agit d'une agression contre l'histoire, mais aussi d'une agression contre l'humanité. Il sépare des familles, il sépare des femmes et des maris, des frères et des sœurs, et il sépare un peuple qui voudrait être uni. Tous les hommes libres, où qu'ils vivent, sont des citoyens de Berlin. Et c'est pourquoi
En tant qu'homme libre, je suis fier de pouvoir déclarer Le discours de Kennedy signifie beaucoup pour la population qui redoute l'isolation de Berlin-Ouest. Le président est conduit face à la porte de Brandebourg. À cette occasion, le gouvernement est-allemand a fait munir le monument de toiles rouges. La porte au milieu de la ville et en même temps au milieu du no man's land entre le mur et la bande mortelle parsemée de mines. Langhans, son architecte, la voulait aussi ouverte que possible. Pendant 28 ans, elle reste aussi fermée que possible. Seuls les lapins sont autorisés à s'aventurer dans la zone frontière. Ceux qui ne respectent pas cette règle sont abattus. 193 personnes trouvent la mort en essayant de s'enfuir. Il est possible de regarder aux jumelles à travers les colonnes, de voir les voitures qui circulent de l'autre côté. Depuis l'estrade, c'est là qu'on emmène les visiteurs venus d'ailleurs qui tous posent la même question. Est-ce qu'on ne se sent pas un peu comme dans une cage enfermée ainsi? Non, pas du tout, répondent les Berlinois de l'Ouest. Le mur est là, il faut vivre avec. On ne peut rien y faire. Et se racontent des histoires auxquelles ils finissent par croire eux-mêmes. Le mur et la porte de Brandebourg, oubliés et refoulés comme un traumatisme profond dont on préfère ne pas parler, cela ferait trop mal. 13 août 1986, le 25e anniversaire de la protection de la frontière de la République démocratique allemande est l'occasion de festivités sur l'avenue Unter den Linden. Le secrétaire général du Parti socialiste unifié de la RDA s'appelle désormais Erich Honecker. Il ne fait aucun doute que les camarades sont fiers d'eux-mêmes et de leur République. Nous pouvons le constater avec satisfaction. Avec la construction du mur de protection antifasciste, nous avons assuré la préservation de nos acquis socialistes, les acquis socialistes des ouvriers et des paysans, tout en apportant une contribution essentielle à la paix. Mais quelque temps plus tôt, un visiteur venu de Moscou a contemplé la porte. Dans ses bagages, il apportait deux mots qui allaient tout changer, glasnost et perestroïka. Peu de temps après, le président américain Reagan prend Gorbatchev au mot. Secrétaire général Gorbatchev, si vous voulez la paix, si vous voulez la prospérité pour l'Union soviétique et les États du bloc de l'Est, si vous êtes pour une libéralisation, alors venez ici près de cette porte. Monsieur Gorbatchev, ouvrez cette porte. Les auditeurs de Reagan ont beau applaudir, la plupart des Berlinois restent sceptiques et ils semblent avoir raison. De l'autre côté, rien ne bouge. Au contraire, en octobre 1989, le régime célèbre le 40e anniversaire de la fondation de la RDA avec le faste qui lui semble adéquat. Seul Gorbatchev semble sceptique. Est-ce que vous pensez que la situation actuelle est dangereuse en RDA? Je ne crois pas. Je crois que les dangers guettent seulement ceux qui ne réagissent pas à la vie. Le soir même, une retraite au flambeau sans fin remonte l'avenue Unter den Linden. Pour la première fois ce jour-là, d'autres voix se font entendre. Elles crient « Gorby, aide-nous » et « Pas de violence ». Le 7 octobre 1989 marque le début de la révolution pacifique en RDA. En moins d'un mois, le nombre de manifestants passe de quelques centaines à plusieurs dizaines de milliers. Le régime est bientôt à court d'arguments contre leur slogan
Nous sommes le peuple. La porte de Brandebourg, le 9 novembre 1989. Les médias ont répandu la nouvelle selon laquelle la RDA aurait ouvert les postes frontières. Mais la porte n'est pas un poste frontière. Les gardes tentent donc de déloger avec des lances à eau ceux qui osent monter sur le mur. Mais ils ne parviennent pas à arrêter le cours des choses. Vers minuit, des centaines de personnes ont grimpé sur le mur et, comme guidés par un signal secret, des milliers d'autres se rassemblent ici. Des Berlinois des deux parties de la ville, certains ont amené des pioches et commencent déjà à s'attaquer aux murs couverts de graffitis. La porte le même soir du côté est. Elle est gardée par la police populaire car, encore une fois, il ne s'agit pas d'un point frontière. Mais il y a cette femme qui ne veut pas le comprendre. Une seule fois dans ma vie, j'aimerais passer sous la porte de Brandebourg et aller faire un tour de l'autre côté. Je n'y suis jamais allée. C'est si difficile pour vous de comprendre ça. Je ne comprends pas. Gehen Sie doch durch den Grenzübergang. La femme et le policier finissent par traverser la porte ensemble. Il faudra attendre encore 5 semaines l'ouverture du mur devant la porte. Le 22 décembre, juste à temps pour les fêtes de fin d'année, une grue enlève 5 segments de mur. Les enfants détruisent ce que leurs pères ont construit. Ces segments de murs peints deviendront des œuvres d'art très recherchées, achetées des milliers de marques par des acquéreurs du monde entier afin d'orner des sites d'entreprises ou des propriétés privées. Des policiers de Berlin-Est photographient leurs collègues occidentaux. Seuls les non-berlinois peuvent peut-être penser que cela va de soi. Par la journée, sans aucun doute la plus pluvieuse de l'année 1989, le chancelier Helmut Kohl, derrière les deux maires de Berlin, traverse pour la première fois la porte d'ouest en est. Chers Berlinois, la porte de Brandebourg est désormais ouverte aux piétons. Ceux-là même qui, 3 mois plus tôt, ne voulaient pas croire que ce siècle connaîtrait la disparition du mur, courent à présent à travers la porte comme des enfants. Ce 22 décembre, les Berlinois d'ordinaire pas si faciles à impressionner laissent soudain éclater leur joie, et si l'un ou l'autre ne peut retenir ses larmes, personne ne s'en rend compte sous la pluie. « 300 000 personnes célèbrent la fin de l'année 1989 au pied de la porte de Brandebourg. Les notes de l'hymne à la joie, le dernier mouvement de la 9e symphonie de Beethoven, résonnent sur la Pariser Platz.
Seul le quadrige souffre un peu de cette explosion de joie. Les feuilles qui couronnaient la déesse ont disparu. Elle est mûre pour le sanatorium en quelque sorte. Personne ne trouve rien à redire en revanche contre ce genre de vandalisme. Au contraire, il soulage les futures équipes de démolition d'une grande partie de leur travail. Rapidement, la section de mur comprise entre la porte et le Reichstag ressemble à du gruyère. Processus de décomposition. Casques, casquettes et uniformes sont vendus devant la porte. Du côté est, on assiste au début timide des visites guidées de la ville. La déesse n'a pas fini d'en voir de toutes les couleurs. Mais comment va-t-elle au fait? Nous lui rendons visite dans l'atelier de restauration. Il va falloir 1 an avant qu'elle puisse regagner sa place. Pendant ce temps, une doublure vivante est censée la remplacer aussi bien que possible. Les 2 États allemands préparent à présent la célébration de leur réunification. Naturellement, elle se déroulera devant la porte. L'avenue Unter den Linden n'a jamais accueilli une telle foule. Des visiteurs sont venus du monde entier pour fêter ce 3 octobre avec les Allemands. Les mises en garde contre la renaissance du nationalisme en Allemagne n'ont naturellement pas manqué. Il reste donc seulement à espérer que les jeunes feront mieux que leurs aînés. À minuit, un drapeau sera hissé devant le Reichstag, mais pour la plupart des personnes présentes, la réunification a lieu ici, devant la porte de Brandebourg. Le quadrige est à présent restauré. La déesse entreprend son dernier voyage avant longtemps. Elle s'appelle à nouveau, non pas Victoria, mais Irène. Pour ceux qui auraient oublié, cela signifie « celle qui apporte la paix ». Et comme 33 ans auparavant, elle passe devant ces places où les plaies du passé n'en finissent pas de cicatriser. Il y a 100 ans, un historien d'art a décrit la déesse sur un char de combat tiré par des chevaux belliqueux. Il parlait de ces animaux à l'air pensif. La déesse elle-même ne s'est pas exprimée sur le sujet. L'air impassible, elle s'est contentée de regarder l'étrange agitation des hommes. On ne peut pas lui en tenir rigueur. Le monde a l'air tellement différent vu d'en haut.
Est-ce vraiment une bonne idée de lui rendre l'aigle et la croix de fer? La première fois, ses attributs ne lui ont pas porté chance. À nous non plus d'ailleurs. Le triomphe de la paix sur la guerre. Voilà ce que devaient être le quadrige et la porte. Aujourd'hui, avec 2 siècles de retard, cet espoir semble enfin à portée de main pour une longue période. Un vœu pieux exprimé en août 1991 pour le 200e anniversaire de la porte, à peine 10 mois après la réunification des 2 républiques allemandes en une seule Allemagne. La porte vue du ciel au début des années 90, presque 5 décennies après la guerre, isolée sur un long couloir, un monolithe de pierre sans fonction entre le Tiergarten et l'avenue Unter den Linden. La Pariser Platz, jadis le salon de réception berlinois, maintenant une place vide sans bâtiment. Enfin, il se passe quelque chose. En 1993, l'hôtel Adlon est le premier bâtiment construit sur la Pariser Platz. Les bus de tourisme ont du mal à se frayer un chemin entre les bulldozers, les pelleteuses et les bétonnières. La Pariser Platz et la porte vont rester pendant une décennie un lieu de bouchons, de chantiers et de spectacles. Comme toujours sur les bords de la Spree, cette entreprise bruyante sera accompagnée de concours architecturaux, de réflexions sur les réglementations et de débats parlementaires à rallonge. Le nouveau Berlin doit être classique, pensent les uns. Il doit être aussi moderne que possible, affirment les autres. Au bout du compte, il en ressort la salade architecturale berlinoise habituelle. Seule la hauteur des bâtiments fait l'unanimité. Ils ne doivent pas dépasser la porte. L'expression artistique recherchée s'épanouit finalement plutôt dans les espaces intérieurs. Mais le faste prussien en vogue jusqu'en 1945 a laissé place à un pragmatisme prosaïque. Les anciens immeubles Sommer et Liebermann qui encadrent la porte abritent à nouveau des banques. De telles adresses ne sont accessibles de nos jours qu'à des établissements financiers. Il est à nouveau possible de traverser la porte en bus en direction de l'hôtel Adlon. Il est 2 fois plus grand que l'ancien et légèrement plus haut. Mais, comme 100 ans plus tôt, il reste la première adresse sur la place. Berlin connaît au tournant du siècle un véritable hôtel boom. 4 Jahreszeiten, Ritz-Carlton, Grand Esplanade et Hilton, les noms prestigieux se volent la vedette. Mais loger au Nouvel Adlon avec vue sur la porte, c'est encore autre chose. Les riches, les beaux et surtout les puissants préfèrent résider sur la Pariser Platz. Et tous désirent franchir la porte à pied. Les têtes couronnées comme la reine d'Angleterre qui 35 ans auparavant avait dû faire demi-tour devant le mur. Ou bien le Saint-Père Jean-Paul II qui descend de sa papamobile à cette occasion. Que ce soit pour le président russe Vladimir Poutine, sous l'œil attentif des hommes de sécurité qui se montrent sous son meilleur jour en train d'embrasser la femme du chancelier. Ou bien pour un Jacques Chirac décontracté en train de serrer les mains des Berlinois, la porte est un passage obligé. Même le président américain Bush, au pied des colonnes, est invité à découvrir l'ancien tracé du mur. « Unbelievable », aurait-il dit à cette occasion.
La porte attire aussi ceux qui ont une toute notion de la démocratie, de la dignité humaine ou de la terreur. Chacun peut manifester ici à sa façon, comme aurait pu dire le vieux Fritz si le monument de Langhans avait existé à son époque. Ainsi, pour attirer l'attention sur leurs idées, ce sont parfois les gauchistes, parfois les néo-nazis qui défilent à travers ces colonnes. En juillet, par un magnifique beau temps en général, des manifestants d'un autre genre se retrouvent autour de la porte, par centaines de milliers cette fois-ci, pour défendre des slogans aussi sérieux que « Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil ». Quand une fois par an, la Love Parade rassemble cette foule de jeunes du monde entier sur la rue 17 juin pour les faire danser pendant des heures au rythme des basses saturées, la déesse, qui a déjà connu tant de choses, contemple l'agitation de son air imperturbable. Elle tiendra sans doute encore les rênes de son char quand la Love Parade sera depuis longtemps méga out. Alors que la déesse avait subi une cure de jouvence pour son anniversaire dès le milieu des années 90, c'est maintenant au tour de la porte elle-même qui a aussi souffert des événements trépidants du passé. Le passage des bus, qui à nouveau autorisé depuis peu, s'avère dangereux pour la stabilité de l'édifice, de même que les grands chantiers en cours de part et d'autre de la place. Une première analyse à l'infrarouge montre qu'une restauration intégrale est indispensable, à commencer par les fondations. Fondation est un bien grand mot, car en s'aventurant dans les profondeurs, les restaurateurs découvrent des poutres rouillées et une maçonnerie de briques branlante et humide. Un miracle que la porte ne se soit pas tout simplement écroulée. Si les espaces souterrains sont rapidement comblés avec du béton, les reliefs classiques nécessitent en revanche une restauration manuelle et au laser qui va demander beaucoup de temps. La porte disparaît pendant presque 3 ans sous des bâches. En raison du coût élevé de la restauration et des problèmes financiers de la ville, un sponsor achète le droit de faire sa publicité sur la porte. Derrière les affiches, les restaurateurs soignent les blessures occasionnées par 2 guerres mondiales et les pluies acides. Une panthère rose malicieuse regarde à travers les colonnes. Un peu plus tard, la porte est surmontée de 2 quadriges. Certains automobilistes se frottent à présent les yeux en s'approchant de la porte dont les colonnes sont parfois tordues, parfois torsadées, quand elles ne menacent pas de se renverser. Soudain, ce n'est plus la Pariserplatz qui est visible à travers la porte, mais bel et bien l'Arc de Triomphe des Champs-Élysées. Pour la visite du président américain, on a déplacé du jour au lendemain la Maison Blanche dans le Tiergarten. Puis enfin, juste à temps pour le 3 octobre 2002, le chantier est terminé. Le dévoilement peut commencer. Un spectacle fantastique relayé en direct par satellite dans le monde entier. Suspendu à un filin, le designer de mode Willy Bogner a l'honneur de procéder à l'ouverture acrobatique d'une gigantesque fermeture éclair derrière laquelle se cache une porte parfaitement nettoyée au laser.
Elle est enfin de retour, propre, sans impact de balle, sans fissure, sans patine. Comme si elle venait d'être édifiée, comme si l'histoire, les 2 guerres mondiales et la division de l'Allemagne n'avaient jamais eu lieu. Ça devait être une porte de la paix, une porte aussi ouverte que possible. Tel était le souhait de ses créateurs. Avant l'attaque américaine contre l'Irak, des milliers de partisans de la paix se rassemblent à nouveau devant la porte. L'histoire continue, même pour la porte de Brandebourg. Ce film veut se terminer sur un événement qui laisse espérer qu'à l'avenir, les hommes seront capables de vivre en paix, quelle que soit leur culture ou leur confession. Depuis toujours, à travers l'espace et le temps, l'esprit progresse. Sois prêt, éveille en toi, éveille en moi, Esprit Saint, sois prêt. Durant l'été 2003, la première journée œcuménique qui tente de dépasser les frontières entre les églises protestantes, catholiques et orthodoxes est placée sous le signe de la protestation silencieuse contre les doctrines religieuses dictées d'en haut. Selon son message, seul l'effort commun et la tolérance vis-à-vis des autres permettront la survie des hommes sur cette planète. Et seul celui qui connaît l'histoire peut aussi en tirer des leçons. En 200 ans, la porte fut malgré elle le théâtre et le point de mire de l'histoire. Patriotisme, victoire, défaite. Putsch, grève générale et enterrement. Retraite au flambeau. Mise en scène triomphante de la dictature, suivie de la destruction. De l'occupation. Et de la domination étrangère. Le soulèvement ouvrier. Les chars. La guerre froide. Puis la construction du mur de Berlin, qui divisa la ville pendant près de 3 décennies. La porte de Brandebourg, comme un chat d'aiguille entre les 2 grands, à la jointure entre 2 idéologies opposées. Puis le dégel, la glasnost initiée par Gorbatchev et l'appel que lui lança Reagan de passer aux actes et d'ouvrir la porte. Le 9 novembre enfin, la fin de la division idéologique.
La soirée de la Saint-Sylvestre 1989 à la porte de Brandebourg fut l'un de ces rares instants sur cette planète pendant lesquels le souhait exprimé par Schiller dans l'hymne à la joie, plus de haine, plus de frontières, devint réalité pour un court moment d'euphorie. Avec la réunification de l'Allemagne, qui s'est juré le 3 octobre de ne plus jamais être à l'origine d'une guerre, nous voilà presque arrivés au présent. Ce film se termine donc avec les images d'une journée pendant laquelle des femmes et des hommes de tous les continents et de toutes les cultures se sont tenus la main pour exprimer leur volonté d'essayer de vivre en paix ensemble. Et s'il y a une personne pour rappeler qu'il s'agit d'un exercice difficile, c'est bien la figure muette au sommet de la porte, dont le nom, rappelons-le, n'est pas Victoire, mais Irène, la déesse de la paix.